Le matin du 16 décembre 2024, une voiture est retrouvée abandonnée sur le bord de l'Interstate en 40 dans le Tennessee. Son propriétaire, Ronald Dumas Jr., a disparu sans laisser de traces. Mais le détail le plus troublant et le plus inexplicable est son téléphone portable. Selon le réseau cellulaire, au moment même où la voiture vide était garée sur le bord de la route, le téléphone continuait à rouler vers l'ouest à 60 miles par heure, s'éloignant de plus en plus. Ce fantôme numérique, voyageant sur l'autoroute séparément de son propriétaire, était le premier paradoxe d'une affaire où la logique et le bon sens cédaient continuellement la place à un mystère insoluble. Cette histoire n'est pas née dans une taïga lointaine ou sur une île perdue dans l'océan. Elle était née au cœur du Sud américain, à Huntsville, en Alabama, dans l'agitation tranquille des jours précédant Noël. Le monde de Ronald Dumas était fait de rues illuminées, de dîners en famille et de transactions immobilières fructueuses. Rien dans sa vie mesurée ne laissait présager la collision avec la force violente et irrationnelle qui l'attendait ce soir-là à l'extérieur du magasin d'alcool. La tragédie prévient rarement de sa visite et ce sont ses débuts banals qui la rendent particulièrement effrayante. Au centre de ce paradoxe se trouvait l'homme le moins bien placé pour être la victime de circonstances mystérieuses. Ronald Leslie Dumas Jr., âgé de 37 ans, était un pilier de sa famille et de sa communauté. Agent immobilier prospère, père attentionné de 3 enfants, c'était un homme prévisible dans le meilleur sens du terme. Ses proches rejetaient eux d'emblée toute version de sa disparition volontaire, répétant la même phrase comme une vérité inébranlable: il n'aurait jamais abandonné ses enfants. Cette caractérisation sera le point de départ de toute l'enquête. Si un homme comme Ronnie a disparu, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est là, dans les premières heures, qu'est apparue la première faille, presque invisible. Un fossé entre l'intuition de la famille et le protocole officiel. Lorsque la police de Huntsville a appris que la voiture avait été abandonnée dans un autre état, sa réaction a été modérée. Pour eux, il s'agissait d'un cas de disparition d'un homme adulte. Il existe des centaines de cas de ce type. Le protocole exigeait des preuves, des faits, des éléments indiquant un crime. Or, il n'y en avait pas. La famille disposait d'un autre type de preuve qui ne pouvait être admise dans le dossier. Une connaissance profonde et intuitive du caractère de Ronald. Dès les premiers instants, ils ont senti qu'un désastre s'était produit, mais leurs craintes ont été anéanties par un mur de précaution procédurale. Ce conflit, ce décalage entre le pressentiment et le protocole a défini les premiers jours les plus précieux de l'enquête, alors que la piste n'était pas encore refroidie. La famille crie à l'enlèvement, tandis que la police continue d'envisager la thèse d'un Ronald Dumas parti de lui-même. Le 15 décembre de l'année 2024 fut le dernier jour où la vie de Ronald Dumas fut soumise à l'ordre habituel. Les événements de cette journée, reconstitués minute par minute, semblent si ordinaires que leur fin tragique n'en paraît que plus monstrueuse. Il passe la journée avec son fils aîné Kai. Ils font des courses, achètent des vêtements, discutent de choses et d'autres. Vers 20 h, Ronald a raccompagné son fils chez sa mère, Shakeria Samples. C'est la dernière fois que le fils voit son père. Vers 10 h du soir, Shakeria a téléphoné à Ronald. Une conversation courte, sans engagement, pour le remercier d'avoir fait les courses. Elle s'est souvenue plus tard qu'on entendait des voix en arrière-plan, ce qui signifiait qu'il n'était pas seul ou chez lui. Ce fut leur dernière conversation. Au même moment, son ami Chris Godsey l'attendait au Dave & Buster's Bar, où ils avaient convenu de se retrouver. Mais le siège à la table à côté de Chris est resté vide. Ronald ne s'est pas présenté et n'a pas appelé pour annuler, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Ses plans pour la soirée avaient été perturbés par quelqu'un ou quelque chose qu'aucun de ses proches ne soupçonnait. La dernière preuve documentaire de son ancienne vie
est un enregistrement silencieux de la télévision en circuit fermé. Le 15 décembre, peu avant 11h30 du soir, Ronald quitte un magasin d'alcool sur University Drive en compagnie de 2 femmes. Le rapport de police rapportera plus tard sèchement un détail essentiel. Dumas ne semblait pas stressé. Ce calme trompeur, figé sur des images granuleuses, a été la dernière chose que l'objectif de la caméra a vue. Quelques heures plus tard, sa voiture s'arrêtera sur le bas-côté de la route dans un autre état et son téléphone poursuivra son voyage fantomatique vers l'ouest, emportant avec lui toutes les réponses. Mais c'est sur ces images, que la police a d'abord jugées peu significatives, qu'un enquêteur privé engagé par la famille discernera plus tard quelque chose de plus. Un détail qui fera comprendre aux enquêteurs qu'ils n'ont pas affaire à une simple disparition, mais à une conspiration froide, calculée et planifiée à l'avance. Le déclencheur de la chaîne d'événements irréversibles s'est produit silencieusement et banalement, comme il se doit pour une véritable catastrophe. Le matin du 16 décembre 2024, un agent de la Tennessee Highway Patrol a trouvé une Hyundai Palisade noire garée sur le côté du kilomètre 133 de l'Interstate I-40. Pour l'officier de patrouille, il s'agit d'une situation de routine, un véhicule abandonné qui gêne la circulation. Il a procédé à une inspection standard, personne à l'intérieur, aucun signe d'effraction ou de lutte. Les effets personnels semblaient être en place. La voiture a été remorquée jusqu'à une fourrière à Camden, dans le Tennessee. Le rapport initial ne mentionne aucune infraction. Il s'agissait simplement d'un obstacle sur la route. La famille Dumas a appris l'existence de la voiture et, à ce moment-là, son monde s'est écroulé. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une voiture abandonnée. C'était une alerte, un appel à l'aide. L'endroit où la voiture a été trouvée se trouve à près de 2 heures de Huntsville, dans un état totalement étranger à Ronald. Il n'avait jamais envisagé de se rendre dans le Tennessee. La famille a commencé à appeler les hôpitaux, les morgues, les commissariats de police. Tout ce qu'ils ont entendu en réponse, c'est le silence et une sympathie polie. Le 17 décembre, ne pouvant plus supporter l'inconnu, ils ont officiellement signalé la disparition de Ronald Dumas à la police de Huntsville. C'est à ce moment-là que la procédure habituelle de trafic a commencé à se transformer lentement, trop lentement, en enquête. C'est alors que les enquêteurs, après avoir demandé des données sur la localisation du téléphone portable de Ronald, ont été confrontés aux premiers faits qui ne pouvaient être expliqués logiquement. Les données ont montré qu'à 6h08 du matin du 16 décembre, le téléphone se déplaçait vers l'ouest sur la I-40, passant à l'endroit même où sa voiture a été retrouvée plus tard. Il a continué à se déplacer à la vitesse de la voiture, alors que celle-ci était déjà immobilisée sur le bas-côté. Cette empreinte numérique, séparée de son support physique, a été la première preuve irréfutable de l'implication d'un tiers. La personne dont la voiture est tombée en panne reste à ses côtés. Le téléphone de Ronald Dumas a poursuivi sa route sans lui. La question n'est plus de savoir s'il est parti tout seul. La question était de savoir qui et dans quelle voiture l'emmenait, ou du moins son téléphone, de plus en plus loin vers l'ouest. Alors que l'enquête officielle avançait avec une lenteur bureaucratique, la famille, poussée par le désespoir et une connaissance approfondie de l'être aimé, s'est mise à l'œuvre. Elle sentait que la police passait à côté de quelque chose d'important. Le 29 décembre, rassemblant un groupe de plus de 45 volontaires, ils sont retournés au même endroit, au kilomètre 133 de la I-40. La police avait déjà examiné la voiture, mais la famille voulait examiner le sol, le trottoir, chaque centimètre carré de l'espace où la voiture de Ronnie s'était trouvée pour la dernière fois. Ils ont fouillé le sol froid et gelé, scrutant l'herbe sèche et le gravier. Et c'est là, au cours de cette recherche désespérée et intuitive, qu'ils ont trouvé ce que les professionnels avaient en manqué. L'un des bénévoles,
qui inspectait l'intérieur d'une voiture remorquée qu'il était autorisé à inspecter, a remarqué quelque chose d'étrange. Sous le siège du conducteur, coincé dans les rails métalliques, se trouvaient des grains de quelque chose qui n'était pas du tout à sa place. Il s'agissait de sable de rivière fin, presque blanc, et de quelques minuscules vers multicolores parfaitement sablés à l'eau. Le genre que l'on trouve sur les vieilles plages, où les vagues ont broyé du verre cassé pendant des décennies. Cette découverte n'était pas seulement étrange, elle était impossible. Les experts médico-légaux auxquels la famille a ensuite remis les échantillons ont confirmé leurs pires craintes. La composition similaire du sable et la forme caractéristique des billes de verre étaient tout à fait atypiques d'un sol du Tennessee ou de l'Alabama. Les examens géologiques ont montré que les endroits les plus proches où l'on pouvait trouver un sol similaire se trouvaient à des centaines de kilomètres, dans des régions complètement différentes du pays. Cela signifie une chose. Avant que la Hyundai Palisade ne soit abandonnée sur la I-40, elle était ailleurs. Un endroit inconnu, près d'une rivière ou d'un lac dont personne ne connaissait l'existence. Cette poignée de sable est la première preuve matérielle qui montre que la géographie officielle de cette affaire est un mensonge. Le véritable itinéraire de Ronald Dumas était bien plus compliqué et terrifiant qu'une simple ligne droite le long d'une autoroute. La découverte du sable a été un moment de confirmation amer pour la famille. Leur intuition, leur certitude que la police ne voyait pas tout ce qui se passait, a été prouvée physiquement. Shakeria Samples et Talia Berryhill, les mères des enfants de Ronald, ont commencé à réclamer une action policière active avec une vigueur renouvelée. Leur frustration et leur colère sont palpables. Dans des interviews accordées à des chaînes locales, elles ont déclaré sans ambages qu'elles n'étaient pas prises au sérieux. Ils avaient le sentiment que, parce que Ronald était un homme adulte afro-américain, l'enquête penchait depuis le début vers la version la plus facile et la plus commode. Il était simplement parti, avait eu une aventure, avait décidé de disparaître. Ce n'était pas une dépression mentale, a répété Shakeria aux journalistes. Il ne ferait jamais ça à ses enfants. La réaction de la police de Huntsville, du moins publiquement, est restée mesurée. En janvier 2025, près d'un mois après la disparition, leur position officielle a été exprimée avec une extrême prudence. Il n'y a aucune base ou preuve pour suggérer que Dumas est en danger ou a été enlevé à l'heure actuelle. Il souligne que les inspections répétées de la voiture n'ont montré aucun signe de lutte ou de violence. Cette dissonance entre la panique de la famille, qui avait déjà trouvé des preuves impossibles à réunir, et le calme froid des fonctionnaires a créé une tension insupportable. La famille a vu une masse de preuves comportementales et maintenant physiques du désastre. La police constate l'absence de sang et de douille. Il s'agissait d'un conflit classique entre deux réalités. La réalité des proches, qui connaissent la personne, et la réalité d'un protocole qui exige certaines preuves standardisées d'un crime. Ayant l'impression de ne pas être entendue, la famille a pris une mesure désespérée. Elle a lancé une campagne sur GoFundMe afin de récolter de l'argent pour un détective privé. Il voulait trouver quelqu'un qui chercherait des réponses et non des raisons de considérer l'affaire comme peu prometteuse. Réunir près de 9 000 $ et engager un professionnel était leur réponse à l'inaction du système. Ils n'allaient en pas attendre plus longtemps. La décision d'engager un détective privé a été un point de non-retour. Il ne s'agissait pas seulement d'un complément à l'enquête officielle, mais d'une reconnaissance tacite de son échec. Cette étape a changé la tactique de la famille. De pétitionnaires, ils sont devenus des participants actifs menant leur propre enquête en parallèle. Et cette ligne allait bientôt croiser la ligne officielle, la modifiant à jamais. Selon la famille, c'est le détective privé qui a fait ce que la police n'a pas fait dans les premiers jours. Il ne s'est pas contenté de regarder la vidéo du magasin d'alcool. Il a commencé à travailler méthodiquement sur toute la zone environnante
en demandant des images à toutes les caméras qui auraient pu filmer le parking ou la rue. Il est parti du principe que Dumas avait été enlevé, ce qui signifie que les ravisseurs devaient avoir un plan et peut-être un véhicule de surveillance. Il a cherché des incohérences dans l'illusion de sécurité que la caméra de l'entrée du magasin avait captée. Le travail d'un enquêteur privé a exercé une pression énorme sur la police de Huntsville. Les déclarations de la famille sur les réseaux sociaux et dans la presse, selon lesquelles le professionnel qu'elle avait engagé trouvait des preuves que la police aurait pu trouver si elle avait cherché, mettaient à mal la réputation du service. Lorsque le détective a remis son premier rapport aux enquêteurs, ceux-ci ont dû réagir. Car ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement une preuve circonstancielle. Il s'agissait de preuves directes de surveillance. La preuve que Ronald Dumas n'était pas une victime aléatoire ce soir-là, mais une cible présélectionnée. Ces nouvelles informations, obtenues grâce à la persévérance de la famille et au travail d'un seul homme, ont constitué le rebondissement opérationnel qui a contraint la police à finalement reclasser l'affaire et à y consacrer toutes les ressources disponibles. L'inertie de l'enquête a été brisée. Les pressions exercées par la famille et le travail d'un détective privé ont relancé l'enquête officielle. Lorsque les enquêteurs de la police de Huntsville ont reçu les conclusions du détective, ils ont été contraints d'admettre que la théorie initiale d'une disparition volontaire ne tenait plus la route. Ils se trouvent dans une impasse, et la seule solution est de réévaluer complètement toutes les preuves disponibles. La phase d'adaptation a commencé. Au lieu d'attendre de nouvelles preuves, ils ont décidé de s'attaquer aux preuves indirectes, celles qui leur avaient semblé insignifiantes auparavant. La première chose qu'ils ont faite a été de réexaminer la vidéo du magasin de spiritueux sous un angle différent. Mais ils ne s'intéressaient plus seulement aux images de la caméra principale. Ils ont demandé des données à toutes les sources possibles dans un rayon d'un pâté de maison. Caméras des distributeurs automatiques de billets, magasins, entrepôts. Il s'agissait d'un travail de routine minutieux, comme si l'on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Des heures d'images floues et granuleuses de dizaines de voitures et de passants sans importance. Mais c'est cette méthode, dictée par le désespoir et les nouveaux éléments fournis par le détective privé, qui a permis d'obtenir des résultats. Sur les images de la caméra de la zone de chargement de l'entrepôt situé en face du magasin d'alcool, ils ont enfin pu voir de quoi parlait le détective. La qualité blanche est mauvaise, mais l'essentiel est clair. Alors que Ronald Dumas, accompagné de 2 femmes, quittait le magasin, une banale berline sombre était garée de l'autre côté de la rue. Elle n'était pas garée, elle était juste là, avec ses feux de position allumés, comme si elle attendait quelqu'un. Dès que la Hyundai de Dumas est sortie du parking, la berline s'est éloignée lentement, sans hâte, et l'a suivie en gardant ses distances. C'était une ombre, une traque professionnelle et froide. Ce fait était le chaînon manquant qui transformait un ensemble de circonstances étranges en une image mince et sinistre d'un crime planifié à l'avance. La tactique opérationnelle de l'enquête a immédiatement changé. Désormais, ils ne recherchaient plus une personne disparue. Ils recherchaient un groupe de kidnappeurs professionnels. Cette improvisation, née d'une impasse, a généré une nouvelle chaîne de preuves. Les enquêteurs ont commencé à travailler non seulement sur l'identité des femmes de la vidéo, mais aussi sur toutes leurs connaissances, toutes leurs relations, tous leurs contacts. Ils ont consulté des archives, vérifié des crimes similaires dans les États voisins. L'enquête n'est plus localisée. Elle a commencé à s'étendre, couvrant de nouveaux territoires et de nouveaux personnages, encore anonymes. Le 7 février 2025, presque 2 mois après la disparition, la police de Huntsville fait l'annonce officielle que la famille attendait. Ils ont annoncé qu'ils avaient reçu de nouvelles preuves cruciales et qu'ils allaient reclasser l'affaire d'une enquête sur une personne disparue à une enquête active sur un enlèvement. Cette annonce
confirme pleinement et sans équivoque les craintes de la famille. Mais cela signifiait aussi qu'il y avait de moins en moins d'espoir de retrouver Ronald vivant. La reclassification de l'affaire a permis d'accéder à des ressources qui n'étaient pas envisageables auparavant. Des agences fédérales ont immédiatement été impliquées dans l'enquête, le FBI et l'US Marshals Service. Leurs compétences, au-delà des frontières de l'État, étaient essentielles pour une affaire qui couvrait déjà l'Alabama et le Tennessee et qui s'étendait maintenant, comme il s'est avéré, jusqu'aux frontières du Mississippi. L'enquête est passée de la question « Où est-il ?» à la question « Qui l'a kidnappé et où sont-ils ?» Avec l'aide du FBI, qui avait accès à des données plus approfondies sur les réseaux cellulaires et à des renseignements, les suspects ont été reliés à une zone spécifique. L'analyse des mouvements et des contacts des femmes à partir de la vidéo les a conduits à la ville de Memphis, dans le Tennessee. C'est là que les principaux individus semblaient résider. Ce changement d'orientation géographique est le résultat direct de l'identification des suspects plutôt que de la simple localisation d'un téléphone. Et bien que le téléphone de Ronald ait signalé pour la dernière fois le sud de Memphis, l'enquête disposait désormais d'informations spécifiques et crédibles qui ont permis de restreindre la zone de recherche. Il s'agit d'une zone de 150 hectares au sud de Memphis, qui s'étend jusqu'au nord du Mississippi. Une parcelle de terrain associée à l'un des suspects. Le 6 février, la veille de l'annonce officielle de l'enlèvement, une opération de recherche massive, mais non annoncée, a commencé. 20 enquêteurs des services de police de Huntsville, de Memphis et du bureau du shérif du comté de DeSoto ont été déployés sur les lieux. Ils ont été rejoints par l'unité canine Southeastern Search Dogs, composée des meilleurs chiens de recherche de la région. La zone a été ratissée à l'aide de drones équipés de caméras thermiques et les enquêteurs de la police scientifique ont fouillé chaque centimètre carré. C'était un travail difficile, épuisant dans l'incertitude. Le froid de février, la boue visqueuse, les fourrés denses. Les sauveteurs ont installé un camp temporaire et ont travaillé de l'aube au crépuscule en se relayant. Les nuits sont froides, les communications instables. Une tension constante règne dans l'air. Ils sont à la recherche d'un corps. Tout le monde s'en rend compte, même si personne ne le dit à voix haute. Ils cherchaient un endroit où les ravisseurs pourraient se débarrasser de Ronald Dumas. Les jours se confondent avec une recherche monotone et sans fin. Carré par carré, ils parcourent le vaste territoire, mais ne trouvent rien. Pas de signes de lutte, pas d'objets abandonnés, pas de terre fraîchement creusée, le vide. Ce vide presse les enquêteurs plus fort que la fatigue physique. Ils travaillèrent jusqu'à l'épuisement, mais la terre, vers laquelle pointaient tous les indices, restait silencieuse. Elle gardait son secret, et ce silence était presque palpable, inquiétant. Il semblait qu'ils cherchaient au mauvais endroit, ou pire, qu'ils cherchaient quelque chose qui n'avait jamais été là. Au 3e jour de l'opération de recherche, alors que l'épuisement physique et nerveux atteignait ses limites, il s'est produit un événement qui a finalement fait tomber les enquêteurs les plus expérimentés. Il ne s'agit pas d'une explosion ou de la découverte d'un corps. Il s'agissait de quelque chose de plus subtil et donc de plus inquiétant. Les unités canines travaillant dans la partie sud de la zone de recherche ont rencontré une anomalie qu'elles n'ont pas pu expliquer. Les meilleurs limiers, entraînés à trouver des restes humains dans toutes les conditions, avaient un comportement étrange. Ils reprenaient avec assurance la piste de la route de campagne qui s'enfonçait dans le territoire. Ils marchaient avec excitation, indiquant que la cible était proche. Mais à un même endroit, dans une petite clairière banale envahie par des buissons clairsemés, la même chose s'est produite. Les chiens s'arrêtent brusquement, gémissent, tournent en rond, puis, en rentrant la queue, refusent d'avancer. Ils regardaient rester leurs guides avec une confusion et une peur évidente, comme si le sentier qu'ils menaient avec tant d'assurance s'était tout simplement évanoui. Les cynologues
ont essayé d'autres chiens à cet endroit, à partir de calculs différents, mais le résultat a été identique. À un endroit précis de la clairière, la piste de Ronald Dumas s'était interrompue. Ce comportement inexplicable des chiens était devenu une source de controverses et d'irritation silencieuse dans le camp. Certains pensaient qu'un produit chimique répandu sur le sol était en cause. D'autres l'attribuaient à des animaux sauvages qui avaient interrompu la piste. Mais personne ne pouvait expliquer clairement pourquoi cela se produisait avec une précision aussi effrayante au même endroit. Cette clairière était devenue un lieu maudit, un point d'irrationalité au milieu d'une enquête policière méthodique. Le soir même, alors que les enquêteurs du camp tentaient de comprendre ce qui s'était passé, les résultats tant attendus de l'analyse du fichier corrompu, extrait du dernier signal du téléphone de Dumas, sont arrivés du laboratoire du FBI à Quantico. Les techniciens travaillaient depuis des semaines pour récupérer les données, et ce qu'ils ont pu obtenir n'a fait qu'ajouter à l'absurdité de la situation. Il s'agissait d'un fichier audio d'1 seconde. Il n'y avait ni cri, ni voix, ni coup de feu. Tout ce que l'on pouvait y entendre était un bourdonnement régulier, monotone et grave. Un son semblable au fonctionnement d'un énorme système de ventilation industrielle ou d'une énorme unité de réfrigération. Ce son inhumain et mécanique est la dernière chose que le téléphone de Ronald a enregistré avant de se taire à jamais. L'enquête comportait désormais 2 mystères insolubles, une piste qui ne menait nulle part et un son qui ne venait de nulle part. Les faits ne concordaient pas et c'était plus dur pour le psychisme que n'importe quelle menace physique. L'impasse psychologique de l'enquête sur le terrain a contraint les responsables de la task force à changer d'orientation. Si le monde physique n'apportait pas de réponse, il fallait revenir au monde numérique et humain. Les recherches sur le terrain ont été réduites et tous les efforts ont été consacrés à l'identification des suspects. Et c'est là, pendant les interrogatoires et les analyses de leur communication, qu'un nouveau tournant décisif s'est produit. Les enquêteurs ont établi un lien entre les femmes du magasin d'alcool et 2 personnes clés, Quintarius White, 32 ans, et Kira Clark, 27 ans, tous deux originaires de Memphis. L'examen de leurs antécédents a choqué même les détectives les plus chevronnés. Quelques mois avant la disparition de Dumas, en février 2024, ils avaient été inculpés dans une autre affaire d'enlèvement de mère et d'enfants où la femme aurait été forcée de se livrer au commerce du sexe. Il ne s'agissait pas d'amateurs, mais de criminels expérimentés, violents et dangereux. Un nouveau point d'appui est apparu lorsque les enquêteurs ont eu accès à la correspondance entre White et Clark la nuit de l'enlèvement. Les SMS qu'ils ont échangés ont révélé l'anatomie effrayante de la conspiration. Dans l'un d'eux, White informe Clark que leur victime, Ronald Dumas, dispose de 7 000 $ sur son compte bancaire. La réponse de Clark n'était pas seulement une instruction, mais un ordre de torture. À distance, elle a dirigé le processus en détail, suggérant que White étire Dumas et lui arrache les dents avec des pinces pour avoir accès à son téléphone et à ses applications bancaires. Cette correspondance constitue la preuve irréfutable qui manquait cruellement. Elle révèle non seulement le mobile, un vol banal, mais commis avec une cruauté inhumaine, mais explique aussi le rôle de chacun. Clark était la cellule de réflexion, l'organisateur à distance qui dirigeait l'opération. White et d'autres étaient les exécutants sur le terrain. Il s'est avéré que les femmes du magasin d'alcool étaient l'appât qui proposait à Dumas une offre 2 pour le prix d'1. Il a été attiré dans un piège. Ces rapports ont donné à l'enquête un nouvel objectif. Non seulement retrouver les ravisseurs, mais prouver l'existence d'un groupe criminel organisé. L'enquête prend un nouvel élan, un élan puissant. Ils ont désormais des noms, des mobiles et des preuves. Il ne reste plus qu'une question, la plus importante, à laquelle même ces horribles SMS ne peuvent répondre. Où se trouve le corps de Ronald Dumas ?
Le mois de février de l'année 2025 a apporté des vents froids et une certitude lourde et oppressante. Après que l'enquête a eu accès aux SMS échangés entre les ravisseurs, l'espoir de retrouver Ronald Dumas vivant s'est évanoui. L'effroyable férocité avec laquelle son sort est évoqué ne laisse aucune place à l'illusion. Pour la famille Dumas, l'objectif de leur lutte désespérée s'est déplacé. Ils ne cherchaient plus le salut pour leurs proches. Ils cherchaient de la justice pour lui et des réponses pour eux-mêmes. Leur demande initiale, « Trouvez-le », a été remplacée par une autre, plus sombre. « Dites-nous où il se trouve ». Alors que la police et les marshals fédéraux se lançaient dans une véritable chasse aux 5 principaux suspects qui s'étendaient sur plusieurs États, la famille a lancé sa propre campagne, non plus pour trouver, mais pour attirer l'attention sur l'affaire. Elle a compris que sans la pression de l'opinion publique, l'affaire risquait de se noyer dans la paperasse et les suspects de disparaître dans l'immensité du pays. La récompense pour toute information, d'abord modeste, 2 500 $, a été portée à 7 500, puis à 10 000 $. Il s'agissait d'une tentative désespérée de briser le mur du silence qui, selon eux, entourait les ravisseurs. Leurs efforts sont devenus plus ciblés et plus stratégiques. La famille a annoncé la mise en place de panneaux d'affichage dans la région de Memphis, dans le Tennessee. Il s'agissait d'un défi direct lancé au cœur du territoire ennemi, car il s'agissait de la ville natale des principaux suspects. D'immenses panneaux d'affichage avec la photo d'un Ronald Dumas souriant et le montant de la récompense devaient être regardés par ceux qui pouvaient savoir quelque chose. Leurs amis, leurs voisins, leurs parents. Il s'agit d'une guerre psychologique dans laquelle la famille utilise la seule ressource dont elle dispose, la publicité. Ils apparaissent constamment dans les médias, donnent des interviews, organisent des conférences de presse, parfois en collaboration avec la National Association for the Advancement of Colored People, association d'îles nationales pour la promotion des gens de couleur. Leur présence constante dans les médias avait pour double objectif de générer de nouvelles pistes et de maintenir les forces de l'ordre sur le qui-vive. Après s'être sentie ignorée au départ, la famille a pris le rôle non seulement de défenseur de Ronald, mais aussi d'observateur de l'enquête elle-même, ne permettant pas qu'elle disparaisse des gros titres de l'actualité. Dans le même temps, l'opération officielle visant à arrêter les auteurs de l'attentat était en cours, mais ces détails étaient tenus secrets. Pour le public et la famille, ce fut une période d'attente angoissante. Les jours se sont transformés en semaines et aucune nouvelle n'est parvenue jusqu'à nous. Il semblait que les suspects, qui avaient fait preuve d'une cruauté si calculée, étaient tout aussi calculés pour s'enfuir. L'espoir que leur capture permette de faire la lumière sur le sort de Ronald s'évanouissait de jour en jour. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Il y a trop de mystères et toujours pas de réponse. La société, qui a d'abord suivi activement l'évolution de la situation, commence à se lasser. L'histoire risquait de devenir une autre affaire non résolue, une autre carte dans le dossier de la police. La percée s'est produite alors qu'on ne l'attendait presque plus. L'action coordonnée de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi a porté ses fruits. Des arrestations ont eu lieu lors d'une série de perquisitions à Memphis. Les premiers à être placés en détention sont les membres secondaires de la conspiration, ceux qui sont accusés d'héberger les principaux suspects. Puis, les cibles clés, Quintarius White et Kira Clark, tombent à leur tour entre les mains de la justice. Leur capture est l'aboutissement d'une chasse à l'homme de plusieurs mois. L'opération de recherche des criminels était terminée. Mais pour la famille Dumas, ce n'était que le début d'une nouvelle phase, la plus angoissante. Les procès qui allaient enfin révéler la vérité sur le sort de Ronald. Le dénouement est cependant incomplet et choquant. La salle d'audience a remplacé la scène de crime comme principale arène de divulgation. Et ce qui y a été entendu a horrifié le public. L'audience la plus révélatrice a été celle de Kira Clark, extradée du Tennessee vers l'Alabama.
C'est là, lors d'une audience de la loi Anaya, décidant du refus de la mise en liberté sous caution, que les procureurs ont pour la première fois annoncé publiquement les détails de la conspiration. La salle d'audience du comté de Madison a écouté dans un silence sépulcral. Les procureurs ont lu les SMS que Clark a échangés avec White. Le mobile de 7 000 $ a été dévoilé. Mais la partie la plus choquante a été ses instructions de torture détaillées et de sang-froid. Les suggestions visant à étirer Dumas et à lui arracher les dents avec des pinces pour accéder à son téléphone ressemblaient au scénario d'un film d'horreur. Les audiences du tribunal sont devenues la seule source d'information. Ils reconstituent le tableau de ce qui s'est passé, mais chaque nouveau fragment ne fait qu'ajouter à la douleur de la famille. On apprend que 2 femmes, Kaylisha McKinney et Sabrina Chambers, avec lesquelles Dumas a été vu dans le magasin d'alcool, se seraient délivrées d'éléments à la prostitution et l'auraient attiré dans un piège. 3 des 5 principaux suspects, Tour McLaurin, Sabrina Chambers et Carissa Cash, sont toujours recherchés. Mais même l'arrestation du groupe de réflexion Kira Clark et de l'homme de main Quintarius White n'a pas apporté de réponse majeure. Malgré toutes les preuves et les allégations détaillées formulées devant le tribunal, aucune déclaration publique n'a été faite lors des séances concernant le lieu où se trouve Ronald Dumas Jr. ou son état de santé. L'opération d'arrestation des criminels a été menée à bien. La machine judiciaire avait commencé son travail. Mais pour la famille, il ne s'agit pas d'un dénouement. C'est la confirmation de leurs pires craintes, servies sous une sauce de langage juridique et de règles de procédure. Ils ont obtenu la version officielle, mais ils n'ont pas tourné la page. La justice pour les auteurs présumés a commencé, mais la justice pour la famille Dumas est restée incomplète. Les arrestations n'ont pas apporté de soulagement, elles n'ont apporté qu'une nouvelle forme d'incertitude, encore plus profonde et plus angoissante. La version officielle de l'affaire de la disparition de Ronald Dumas Jr. semble désormais simple et effrayante. Il s'agit de l'histoire d'un enlèvement brutal, motivé par des raisons financières, planifié et exécuté par un réseau de dangereux criminels. La victime a été choisie au hasard, attirée dans un piège, kidnappée et prétendument assassinée pour avoir accès à un compte bancaire de 7 000 $. Le parquet est convaincu de pouvoir prouver la culpabilité des personnes arrêtées. Pour la justice, l'affaire approche de sa conclusion logique. Mais si l'on regarde au-delà des protocoles et des rapports d'audience, on s'aperçoit que la version officielle n'explique même pas la moitié des bizarreries qui ont émaillé l'affaire depuis le premier jour. La question de la poignée de sable de rivière et de verre poli trouvés dans la voiture reste ouverte. Ces éléments n'ont jamais été expliqués. Ils indiquent un lieu inconnu qui ne figure dans aucun rapport, un point intermédiaire sur l'itinéraire des ravisseurs qui est resté un mystère. Quel était cet endroit? Et pourquoi la voiture de Ronald s'y est-elle rendue avant d'être abandonnée sur une route du Tennessee? Le comportement des meilleurs chiens de recherche du FBI dans cette même clairière au sud de Memphis reste inexpliqué. Pourquoi la piste de traqueurs professionnels, capable de retrouver des empreintes de pas vieilles de plusieurs mois, s'est-elle interrompue au même endroit, comme si une personne s'était tout simplement évanouie dans la nature? S'agit-il du résultat d'une attaque chimique sur le sol? Ou est-ce vraiment le point où toute logique s'effondre? La berline sombre qui a suivi la voiture de Dumas depuis le magasin d'alcool reste un mystère. S'agissait-il de la voiture de l'un des co-conspirateurs connus ou d'un autre acteur inconnu de l'affaire dont le rôle n'a jamais été établi? Et enfin, le mystère le plus important. Une phrase prononcée par l'un des co-conspirateurs, Dedrick Woodard, lors d'un interrogatoire. « Vous ne comprenez pas, il n'était pas celui qu'il pensait qu'il était. » Cette phrase remet en cause le fondement même de la version officielle, le hasard du choix de la victime. Cet enlèvement était-il une monstrueuse erreur? Ou bien y avait-il vraiment une face cachée de la vie de Ronald Dumas que même ses proches ignoraient et qui faisait de lui une cible? Cette question est restée sans réponse.
Woodard se tait et ne dit plus un mot. L'affaire Ronald Dumas Jr. est un excellent exemple de la façon dont les enquêtes modernes se transforment en analyse de traces numériques et la salle d'audience en source d'informations primaires. Mais elle montre aussi les limites de ces méthodes. Malgré les arrestations, malgré les SMS et les données de géolocalisation retrouvées, la question centrale demeure. Le corps de Ronald n'a jamais été retrouvé. Ses enfants n'ont jamais eu l'occasion de dire au revoir à leur père. Et la communauté n'a jamais appris ce qui s'est réellement passé en cette froide soirée de décembre. Une histoire qui a commencé par un paradoxe simple, un téléphone en mouvement et une voiture à l'arrêt, s'est terminée par un paradoxe encore plus complexe. Les auteurs ont été retrouvés, mais le crime n'a pas été entièrement résolu. Et tant que l'ultime question sur le sort de Ronald n'aura pas trouvé de réponse, la justice dans cette histoire restera incomplète. Et l'ombre du doute demeurera sur la version officielle, nous rappelant que les faits soulèvent parfois plus de questions que de réponses.